février prochain. Sans plus tarder, je passe la parole à notre animatrice de panel aujourd'hui, donc Valérie Martin. Elle est professeure à l'UQAM au département d'organisation et de ressources humaines, spécialiste en EDI et en santé et sécurité au travail. Valérie, bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à Livado. Aujourd'hui, on a vraiment des panélistes vraiment très intéressants qui viennent de différents domaines. Alors, je vais vous les présenter tout de suite. Il y a d'abord Alexandre Bretel, qui est un doctorat en éthique de l'intelligence artificielle à la chaire éthique et intelligence artificielle du MIAI de Grenoble. Il travaille sur l'apport de la philosophie de la technique et à l'éthique de l'intelligence artificielle, puis plus particulièrement sur la notion de responsabilité appliquée à la civilisation technologique et à la société de l'innovation. Il est en plus chargé de cours en éthique de l'intelligence artificielle en santé et s'intéresse aux questions de bioéthique. On a aussi Fanny Chagnon. Elle détient un baccalauréat en biochimie de l'Université de Montréal, une maîtrise en virologie et immunologie de l'INRS-IAF et un doctorat en médecine expérimentale de l'Université McGill. Elle est atteinte de l'ataxie de Friedreich. Elle a travaillé pour Génome Québec jusqu'en 2011, où la progression de sa maladie a dû arrêter sa carrière, mais elle est bénévole auprès de Dystrophie musculaire Canada. On compte aussi parmi nous Marc Lanova, qui est professeur titulaire à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal et chercheur à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Il a un programme de recherche qui implique l'utilisation de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique et de la technologie pour améliorer les services et faciliter l'inclusion des personnes en situation de handicap. Puis finalement, notre dernier panéliste est Marc Tremblay, qui est enseignant chez Mastera Formation Continue au Cégep de Jonquière. C'est un conseiller en accessibilité UX certifié par l'Association internationale des professionnels en accessibilité. Il est aussi PDG de l'agence SAT qui fait du conseil en design inclusif. Il détient une technique en éducation spécialisée, un baccalauréat en sociologie et fait présentement des études à HEC Montréal dans un programme de micro-master design et évaluation UX. Il est auteur de l'approche GDI et de plusieurs articles sur l'accessibilité numérique. Donc, je vous remercie beaucoup à tous d'être présents. Puis, en fait, avant d'aborder la question, on va prendre une petite seconde pour d'abord définir la notion de handicap parce que tout le monde n'est peut-être pas familier avec cette notion-là. Donc, la notion de handicap ou ce que moi j'utilise plutôt comme concept, la notion de situation de handicap. En fait, on dit qu'une situation de handicap découle de la rencontre d'un individu avec ses capacités et de son environnement qui peut lui causer des obstacles ou des facilitateurs. Donc, j'aime donner l'exemple de Laurence Paquet, qui est conseillère municipale à Montréal. Et quand elle faisait son doctorat à Toronto, elle éprouvait peu de difficultés à se déplacer dans les transports en commun avec sa chaise roulante parce que le transport en commun là-bas est plus facilement accessible. Quand elle est revenue à Montréal, ses situations de handicap étaient plus importantes pour se déplacer parce que justement les transports en commun à Montréal étaient beaucoup moins accessibles. Donc, pour une même personne avec les mêmes incapacités, sa situation de handicap peut être plus ou moins importante selon l'environnement. Il faut voir qu'on parle de l'environnement physique, mais on peut parler aussi de l'environnement social, donc les décisions des politiques publiques, mais aussi l'attitude des personnes. Donc, on peut nous-mêmes créer des situations de handicap en ne donnant pas suffisamment de temps, par exemple, à une personne pour faire une tâche en particulier. Pour aussi nous donner une compréhension commune de l'intelligence artificielle et la science des données, je vais tout de suite passer la parole à Marc Lanova pour qu'il puisse aussi nous donner cette définition-là. Merci Valérie. J'assume que la plupart des gens aujourd'hui sont bien familiers avec les termes, mais je vais quand même vous donner une brève introduction. Donc, comme vous savez peut-être, il y a plusieurs définitions d'intelligence artificielle. Je vais vous présenter ma préférée qui est par Rich Knight, qui dit que c'est l'étude de comment montrer à un ordinateur, ou si vous préférez une machine, à faire des choses pour lesquelles les humains sont meilleurs pour le moment. Donc, en fait, c'est comment on pousse les limites
d'une machine pour qu'elle devienne meilleure qu'un être humain à faire des tâches. Donc, ça évolue dans le temps. Donc, on ne parlerait pas, dans les années 1940, ce n'était pas le même type d'intelligence artificielle dont on parlerait, par exemple, aujourd'hui en 2022. Je vais aussi vous donner une définition de sciences des données que j'ai prise directement de Wikipédia. J'ai triché, donc c'est mot pour mot, puisque vous sachiez. Je pense que la définition était bien, était assez complète. C'est la science, c'est un domaine interdisciplinaire qui utilise des méthodes scientifiques, des processus, des algorithmes, des systèmes scientifiques pour extraire des connaissances puis des idées à partir de nombreuses données. Puis ces données-là peuvent être structurées ou un petit peu moins structurées. Donc aujourd'hui, c'est nos deux sujets. Puis je vous ai glissé aussi une définition de machine learning ou apprentissage automatique, juste au cas où les gens se demandent c'est quoi ou sont moins familiers. Moi, je vais en parler, je suis sûr qu'il y en a d'autres aussi, mais au fond, c'est l'utilisation d'algorithmes pour détecter et utiliser automatiquement des patrons dans les données. C'est une définition simple. Il y a plus de complexité à ça, mais en gros, on pourrait utiliser le machine learning ou l'apprentissage automatique dans les sciences des données, mais aussi dans l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, Marc. Elle, maintenant qu'on a fait, des courtes présentations de qui les panélistes sont, puis qu'on a fait des définitions là, de nos concepts de handicap, puis d'intelligence artificielle et sciences des données. On va permettre à nos panélistes de se présenter eux-mêmes. Donc, dans le prochain 5 minutes, j'aimerais ça que vous pouviez vous parler de vos intérêts ou de vos préoccupations en lien avec le thème de notre discussion. Donc, je vais d'abord passer la parole à Marc Tremblay. Merci Valérie, merci à Ivado. Pour me décrire un peu, pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes, je suis homme dans la quarantaine, cheveux longs, cheveux attachés avec une chemise grise foncée. Moi, Valérie m'a bien présenté. Moi, mon champ d'intérêt, bien sûr, c'est l'accessibilité numérique. L'expérience utilisateur, pour moi, c'est ce qui est primordial, en fait. Et parfois, on pense que le numérique est accessible d'emblée parce que on est habitué avec tout ce qui est architecture. Valérie parlait justement d'un exemple par rapport à l'accessibilité du métro. On voit souvent des choses inaccessibles, pas de marche, pas de rampe. Mais le numérique, souvent, on a un biais en pensant que tout se passe bien et que tout le monde a accès de façon égale au numérique. Et c'est pas le cas. Et moi, mon travail de tous les jours, au-delà de, oui, enseignant, c'est aussi accompagner beaucoup d'organisations dans plusieurs milieux différents, que ce soit que ça touche toutes sortes de choses, sciences des données, jeux vidéo, éducation, parce que le numérique, on le sait, hein, il est partout. On utilise quotidiennement des choses que des fois on ne sait même pas que c'est la machine learning ou c'est des sciences des données, mais c'est tout autour de nous. Et il y a vraiment un grand défi par rapport au biais que ça peut poser, le design des produits et services numériques, mais aussi dans son utilisation. Donc, moi, c'est vraiment mon champ, le UX pour expérience utilisateur. Vraiment, comment se centrer utilisateur et l'utilisateur aussi. On voit souvent l'utilisateur moyen, mais de nos jours, hein, la norme est la diversité beaucoup plus que qu'il n'existe plus la personne homme-femme moyen. On a réalisé dans les 30 dernières années à quel point on a des diversités beaucoup invisibles aussi. Donc, tenir pour acquis que tous les utilisateurs utilisent les choses de la même manière, c'est un biais que moi, je me bats tous les jours. Voici... Merci beaucoup, Marc Tremblay. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Fanny Chagnon. Donc, Fanny, ce serait quoi tes intérêts ou tes préoccupations en lien avec le thème? Là, si tu peux te présenter aussi. Oui, le son fonctionne. Parfait, merci. Donc, moi, je suis une femme de me décrire un petit peu physiquement aussi.
une femme de 50 ans, j'ai les cheveux courts, je porte des lunettes et je suis en fauteuil roulant manuel à la maison. Je suis aussi motorisée quand je suis à l'extérieur. Et pour moi, en tant que personne handicapée, je me sers beaucoup de l'ordinateur, de la tablette, de mon téléphone. Ça me sort de mon isolement, mais je sais que c'est pas la majorité des personnes handicapées qui ont accès, surtout pour une question de coût. Malheureusement, ce sont des équipements qui coûtent cher. Donc, puis ça coûte cher aussi s'abonner à un forfait de téléphone. Fait que c'est malheureusement pas la majorité des personnes handicapées qui ont les moyens d'accéder à cette technologie-là. Mais quand on y a accès, c'est bien. Sauf que, comme je dis souvent, moi, j'ai une légère dysarthrie et ma tablette, c'est un iPad et Siri ne me comprend pas du tout quand il n'est pas capable de me comprendre. Puis quand je parle anglais, c'est un petit peu mieux. Même chose avec Google, mais Google me comprend mieux quand je parle français. Mais le québécois, c'est pas sa force, mettons. Mais donc, c'est ça, en gros. Merci beaucoup, Fanny. Maintenant, Marc, je te passe la parole. Puis en fait, si tu peux te présenter puis parler un petit peu de tes recherches puis des questions qui te préoccupent. Merci. Donc, comme on m'a déjà présenté, moi, c'est Marc. Je suis professeur à l'École de psychoéducation depuis une dizaine d'années maintenant. Pour me présenter un peu plus physiquement, pour ceux qui auraient une déficience visuelle, je suis un homme blanc, 40 ans, cheveux longueur moyenne pour un homme, du moins. Là, ils sont pas très courts. Puis je porte une chemise à carreaux. Donc, c'est ça, je suis prof à l'École de psychoéducation, je suis chercheur à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, ainsi qu'à l'Institut universitaire en des sciences intellectuelles et troubles du spectre de l'autisme. Aujourd'hui, je vais beaucoup vous donner cette perspective-là. Donc, c'est-à-dire, je vais vous parler des gens qui ont des limitations cognitives, des défis au niveau, ou des différences au niveau comportemental, puis comment ça peut toucher au niveau de la technologie, parce qu'on pense souvent à des situations de handicap physique, mais il y a aussi tout le côté de la situation de handicap plus intellectuel ou au niveau du fonctionnement. On fait beaucoup de travaux au niveau de l'intelligence artificielle puis de l'apprentissage automatique dans mon laboratoire pour essayer d'améliorer les conditions de vie de ces gens-là. Donc, notamment, on utilise l'intelligence artificielle de l'apprentissage automatique pour améliorer les processus éducatifs et cliniques. Donc, on évalue notamment l'apprentissage automatique pour améliorer la prise de décision clinique. Donc, quand on met en place des interventions comportementales avec les personnes qui ont des difficultés, on essaie de monitorer ces effets. Mais en ce moment, nos pratiques pour monitorer les effets ne sont pas très fiables. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des modèles qui sont dérivés de l'apprentissage automatique pour rendre ces décisions-là non seulement plus fiables, mais également plus valides, donc plus exactes. Donc, ça, c'est une des grandes catégories où on fait de la recherche. Ensuite, on fait de la recherche d'utilisation encore une fois, l'apprentissage automatique pour sélectionner les meilleures interventions. Donc, en ce moment, les professionnels utilisent beaucoup leur jugement clinique pour sélectionner des interventions pour les personnes qui ont des difficultés. L'enjeu, c'est que ces décisions-là ne sont pas toujours les meilleures, puis ne sont pas toujours constants dans leurs décisions. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de soutenir le professionnel à offrir des meilleurs services en les aidant en fonction des caractéristiques des gens qui desservent, à offrir des services qui sont mieux adaptés à la personne. Donc, avec des données, puis des algorithmes, on peut entraîner des modèles à prendre des meilleures décisions. Puis ça peut être éducatif, donc en milieu d'éducation ou en milieu clinique. On regarde également aussi
comment on peut automatiser la collecte de données. Donc, quand on fait de l'intervention psychosociale, on collecte beaucoup, beaucoup de données sur les comportements des gens pour voir si leur fonctionnement s'améliore, pour voir si les comportements des filles ont diminué. Mais c'est excessivement coûteux à faire parce que soit qu'on doit filmer puis collecter les données après, ou on demande aux parents ou à l'enseignant de collecter les données ou à un proche, mais ils ne sont pas très fiables. Puis je ne dis pas ça méchamment. Moi, je ne suis pas capable de collecter des données en cuisinant mon souper, en faisant les devoirs avec les enfants, puis en essayant de répondre à des courriels de travail en même temps. Je veux dire, je ne suis pas capable. Mais on demande la même chose aux parents en ce moment, à faire ça, ou à des intervenants qui ont beaucoup d'autres choses. Fait qu'on essaie de voir est-ce qu'on peut utiliser des réseaux neuronaux pour automatiquement, où on filme la personne, puis automatiquement, ça nous dit, par exemple, il fait tel comportement 50% du temps. Fait que ça me dit est-ce que mon intervention fonctionne ou pas, sans épuiser le parent ou l'intervenant dans le milieu. Le dernier gros volet, c'est qu'on essaie de faciliter la dispensation des services en général, puis je vais en parler un petit peu plus tard. Mais en gros, on développe des applications avec différents arbres décisionnels à l'intérieur pour faciliter la mise en œuvre d'interventions par des gens qui ne sont pas nécessairement spécialisés. Par exemple, des accompagnateurs en 40 jours d'enfants en situation de handicap, des parents, des enseignants qui n'ont pas nécessairement une formation spécialisée dans notre domaine. Ce qui me préoccupe beaucoup, puis je vais vous en reparler, en fait, ce sont les listes d'attente pour les services. En tant qu'intervenant, c'est ça qui me préoccupe. Puis c'est pour ça que j'utilise l'intelligence artificielle, c'est pour essayer de répondre à des besoins qui ne sont pas répondus parce qu'il y a des listes d'attente énormes. Donc, il y a beaucoup de gens dans le besoin. Puis je pense qu'on peut mettre les sciences des données à profit pour mieux répondre et répondre plus rapidement à ces besoins-là. Puis comme je vous disais au début, je vais mettre principalement l'accent sur la déficience intellectuelle et l'autisme. Donc, c'est ça pour moi. Merci. Merci, Marc-L. Finalement, on passe la parole à Alexandre Bretel. Encore la question aussi, c'est peux-tu nous parler de tes recherches ou des questions qui te préoccupent là, en lien avec notre thème? Entendu, merci. Donc, je suis doctorant en éthique de l'intelligence artificielle à l'Université Grenoble-Alpes. Et donc, comme ça a été énoncé, je travaille sur l'apport de la philosophie de la technique à l'éthique de l'IA. Alors, juste quelques mots pour me présenter visuellement. Donc, je suis un jeune homme de 27 ans, avec des lunettes, cheveux bruns et barbe un peu rousse. Je m'intéresse à la notion de responsabilité et une des questions centrales de ma thèse concerne la possibilité de rester responsable de nos développements techniques, en se demandant donc si c'est toujours l'humain qui reste au centre des préoccupations. Et je me suis engagé sur la question du handicap avec l'association 100% en dynamique, qui vise à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap. Et j'ai travaillé donc, au cours d'un article sur l'imaginaire et le vécu des personnes en situation de handicap, avec notamment le décalage qui peut exister entre les annonces qui peuvent être spectaculaires pour aider à la réhabilitation physique ou psychique des personnes dans ces situations, avec donc le vécu réel qui peut être beaucoup plus problématique. Et donc, curieusement, il y a un lien avec également le sujet de l'IA, même de l'IA générale, enfin des projets d'IA qui seraient vraiment très développés, au sens où la société Neuralink du milliardaire Elon Musk, qui a été fondée en 2017, alors on parle beaucoup de lui en ce moment, mais pas tellement de cet aspect-là en l'occurrence, donc qui vise à créer donc des prothèses qui seraient donc directement reliées au cerveau, qui permettraient de gérer à distance beaucoup de choses, et dans une perspective vraiment presque de science-fiction, voire même de science-fiction, d'être aussi intelligent que des IA avancées, voire de les contrôler. Enfin, il y a un imaginaire SF assez présent, qui est même assumé au sens où même l'expression de Neuralink, c'est lié au cycle de la culture, donc un cycle de récits de science-fiction, et qui est donc emprunté à cet imaginaire et qui se retranscrit donc via cette start-up. Donc, ce qui peut exister, ce qui peut vraiment être problématique, c'est donc d'imaginer le décalage qui existe entre ce qu'on peut prendre comme une facilité d'utilisation, alors que dans le fait, il peut y avoir des années, des mois pour s'adapter correctement à une prothèse, et donc ça peut être assez problématique. Donc, c'est là-dessus où je me suis concentré dans mes recherches, en l'occurrence, sur cette question-là. Merci Alexandre. Merci à Marc Tremblay de me rappeler de me présenter visuellement. Faut peut-être que je dise mon âge. Alors, j'ai 47 ans. Je suis une femme à la peau claire, aux cheveux longs, droits, clairs,
J'ai les yeux bleus, puis je porte un chemisier rose. Donc, je vais passer à notre première question qui est, selon vous, comment la science des données ou l'intelligence artificielle peuvent participer à créer un monde plus accessible? Donc, c'est peut-être la place pour parler de nos rêves. Puis, je vous invite aussi à réfléchir aux différents rôles d'une personne en situation de handicap. Donc, autant de personnes qui reçoivent des soins et des services en lien avec sa condition, mais comme consommateur de biens et de services, comme étudiant, comme travailleur ou entrepreneur, comme parent ou proche aidant, comme personne qui reçoit des services publics, qui rentre en interaction avec les différents services publics, puis comme citoyen ou membre d'une collectivité. Donc, je voudrais inviter Fanny en premier à me parler de ce qui pourrait rendre le monde plus accessible. Est-ce que tu peux mettre ton son, Fanny? Bon, c'est difficile à dire. Il y a beaucoup de choses. La première idée qui me vient en tête, c'est un exemple minimal de l'accessibilité. C'est par exemple quand on va au CHUM à l'hôpital. C'est facile avec, on n'a pas besoin de millions de cartes d'hôpital. Juste la carte d'assurance maladie dans la petite machine, ça fait la job. Puis ça facilite beaucoup les choses. Puis, ben, il faut dire que la machine elle-même est difficile à utiliser pour moi, mais il y a toujours des bénévoles sur place pour m'aider à l'utiliser. Donc, ça, je trouve que c'est un bel exemple qui me semble qui ne doit pas être trop compliqué à mettre en place. Puis, c'est un bel exemple de facilité. Ça nous facilite la vie. C'est sûr qu'il y a aussi les transports communs. Moi aussi, récemment, je suis allée à Toronto, puis facile, l'autobus, le métro, c'est adapté. Puis dans les autobus, il y a même des sangles pour attacher le fauteuil. Parce que, ben, remarquez à Montréal, je n'ai jamais essayé de prendre l'autobus parce que toute seule, je ne me sens pas à l'aise de prendre l'autobus, mais je ne pense pas qu'il y ait de sangle. Puis on m'a dit qu'il y avait souvent dans l'autobus, les rampes ne fonctionnent pas. Donc, il faut attendre le prochain, donc c'est un problème. Et dans le métro, mais on n'en parle même pas. Je pense qu'il y a 12 stations adaptées sur l'île de Montréal. Il doit en avoir une 50aine en tout. Donc, c'est loin d'être adapté. Moi, je voyage toujours en transport adapté. C'est plus simple. Mais donc, mes rêves, c'est ça, en plus d'avoir des logiciels de reconnaissance de la parole qui connaissent ma voix. Ça, j'en parlais aussi avec mon orthophoniste qui m'a dit qu'il y avait des recherches là-dessus, mais c'est pas au poil encore. Mais ça s'en vient. Merci beaucoup, Fanny. Marc Tremblay?
Oui, rêver, ça, c'est le fun de rêver. Euh, Moi, de mon côté, puis je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais moi, je suis une personne hypersensible. Juste pour vous dire que, tu sais, la divergence, la neurodiversité ou situation de handicap se voit pas toujours aussi facilement. Euh, donc, moi, je trouve que la science de données puis l'intelligence artificielle, on a tellement d'opportunités à ce moment-ci de pouvoir recueillir des données d'utilisateurs pour mieux comprendre justement cette diversité-là d'utilisateurs. Bien sûr, on va parler tantôt des biais et des défis par rapport à ça, mais il y a tellement de possibilités. Puis c'est ça qui nous manque d'aller chercher cette connaissance-là des variabilités dans, dans ces utilisations-là qui sont diverses. Puis l'intelligence artificielle, tu sais, il y a aussi plein d'opportunités par rapport à la personnalisation, par exemple, d'un site web ou la personnalisation d'une application. Je pense que, tu sais, quand on parle d'accessibilité, on veut une cohabitation de tout le monde. On veut que tout le monde puisse utiliser de la même manière, de façon équitable. Fait que je pense que je ne suis pas un spécialiste en intelligence artificielle, mais ce que je vois des chercheurs, ce que je vois des opportunités, je suis toujours émerveillé de voir, hey, dans 10 ans, on pourra personnaliser facilement sans nécessairement s'identifier comme personne en situation de handicap, juste de dire, je suis devant mon ordi, ou il n'y aura peut-être plus d'ordinateur dans 15 ans, mais un appareil mobile, puis je fais juste utiliser et je commande ce que j'ai besoin de commander sans avoir besoin de m'identifier et de dire, ah, désolé, je suis handicap, pouvez-vous adapter les choses? Je pense que l'intelligence artificielle va nous permettre de faire ça dans le futur, de pouvoir personnaliser. Et ça, moi, c'est mon plus grand rêve, de ne pas nécessairement obliger les gens à s'identifier et de pouvoir juste vivre au quotidien dans ce monde-là, qu'il soit numérique, virtuel ou réel. Et c'est ça, c'est mon plus grand rêve. Et je pense que les sciences de données, et l'intelligence artificielle et toutes les technologies peuvent. Moi, du sens, je suis devenu geek à partir du moment que j'ai compris que ça pouvait aider réellement une personne à s'inclure dans la société. Et moi, c'est la plus grande utilité des technologies à mon sens. Merci beaucoup, Marc Tremblay. Alexandre, de ton côté, ce serait quoi, comment créer un monde plus accessible avec les sciences des données et l'intelligence artificielle? Donc là-dessus, je pense à des applications en particulier, donc comme Voice Over, qui permet à des personnes malvoyantes d'avoir des retranscriptions audio de leur environnement, qui permet de mieux l'appréhender, ou à l'inverse, pour les personnes qui sont en situation où ils n'entendent pas bien, d'avoir une retranscription sur écran des discussions, par exemple avec l'application Ava, et qui peut même parfois prendre en compte les ponctuations, sans qu'il y ait besoin donc de lire sur les lèvres en permanence. Et il y a également des personnes qui ont un trouble du langage qui peuvent bénéficier de l'IA, qui comme ça, de cette manière, interpréter une communication qui aurait pu sinon être un peu plus compliquée à comprendre. Et là-dessus, une des questions sur lesquelles je me pose en tant qu'éthicien, c'est éventuellement sur les dilemmes éthiques qui peuvent exister entre l'utilisation qui est faite avec les sciences de données et donc les applications et les bénéficiaires également de ces technologies. Donc typiquement, j'avais travaillé sur un projet où il y avait des personnes qui étaient diabétiques, donc avec une surveillance constante chez eux pour éviter, si jamais il y avait une chute, une crise, pour pouvoir intervenir. Donc là-dessus, il y avait un dilemme entre d'un côté le bien-être de la personne, sa santé, sa sécurité, et de l'autre, une surveillance constante et donc potentiellement une atteinte à la vie privée, surtout si les données étaient détournées à des fins qui étaient contraires aux usages initiaux. Donc là-dessus, en Europe, on est mieux protégé, on va dire, qu'aux États-Unis, où là-dessus, les assurances ont un rôle beaucoup plus important. Et ça peut faire une grande différence, on va dire, dans le rapport qu'on a à la technologie, si on sait qu'elle est plus ou moins destinée à servir la personne et pas à servir, on va dire, les intérêts de l'entreprise qui vont la commercialiser. Donc là-dessus, c'est des questions qui peuvent se poser. Donc pour résumer, le conflit qu'il peut y avoir entre vie privée, anonymisation, bénéfice qu'il peut y avoir. Donc c'est des questions qui convient de se poser. Et que en fait, si on prend l'exemple d'Alexa,
il y avait des écoutes qui étaient réalisées pour améliorer le service, mais les personnes n'étaient pas au courant du fait qu'il y avait des écoutes. Et là-dessus, ça peut donc être problématique du point de vue du traitement des données personnelles, puisque c'est un véritable, c'est le principal marché et la principale ressource des grandes entreprises pour réaliser du profit. Donc, il faut en être conscient, on va dire, dans le rapport qu'on a vis-à-vis de ces technologies. Merci, Alexandre. Finalement, Marc Lanova. Donc, ce serait quoi? Comment est-ce qu'on crée un monde plus accessible avec les sciences de données et l'intelligence artificielle? Écoute, moi, j'ai retenu quand vous envoyez les questions, vous avez mis mettre la table sur nos rêves. Oui. Fait que moi, j'ai bien aimé ça, comment c'était formulé. Puis moi, mon rêve, c'est que tout le monde ait accès aux services dont il a besoin quand il en a besoin. C'est un enjeu majeur. Je vous ai dit tantôt que je reviendrai là-dessus, là, mais particulièrement dans mon domaine, il y a des personnes qui ont besoin de soutien, qui peuvent attendre 6, 7, 8 ans, oui, années, pour obtenir des services dont ils ont besoin. Donc, c'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur. C'est pour ça, initialement, que je suis allé commencer à travailler avec la technologie et la psychoéducation. C'est la raison pour laquelle je me suis lancé. Donc, évidemment, un de mes rêves, c'est que ça améliore la qualité des services. Donc, que ce soit d'offrir des services plus rapidement, d'offrir des services mieux adaptés, soutenir le professionnel à prendre des meilleures décisions, mais aussi soutenir tout l'entourage à encadrer une personne qui aurait des besoins particuliers. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez avec l'intelligence artificielle. C'est beaucoup utilisé, notamment, comme vous savez, comme beaucoup d'entre vous le savez, pour la traduction puis la détection d'images. Je pense qu'on va aller au-delà de ça, puis vraiment l'utiliser dans une optique d'améliorer la qualité des services pour les gens qui en ont besoin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le besoin. Moi, je pense à mon domaine, à des sciences intellectuelles et l'autisme, mais je suis sûr que ça s'applique tout aussi bien aux problèmes d'anxiété, aux problèmes de dépression, où nos services publics sont totalement débordés. À l'intérieur de ce rêve-là, il y a la qualité des services, mais il y a aussi juste faciliter l'intégration sociale des personnes. Donc, on a des nouveaux outils qui ont été développés qui permettent maintenant de peut-être aider la personne à mieux s'intégrer ou à s'intégrer. Je peux prendre l'exemple d'une personne qui ne parle pas. Donc, moi, c'est le genre de gens avec qui je travaille. Elle ne communique pas du tout oralement. Mais si, avec la technologie, elle peut communiquer avec des pictogrammes, puis qu'une intelligence artificielle lui facilite la sélection du pictogramme, parce que peut-être qu'elle n'est pas capable de choisir entre 500, mais elle sait que si elle choisit il est à l'heure de la journée, puis c'est dans tel moment, mais c'est très probable que ce soit l'un de ces 5 pictogrammes-là, puis elle doit les choisir. Mais à ce moment-là, elle peut communiquer avec des nouvelles personnes. Ça lui ouvre des univers ou des possibilités qu'elle n'avait pas accès au préalable. Donc, je pense que c'est vraiment mettre au service de faciliter l'intégration sociale. Puis on pense souvent, encore une fois, on parle souvent de déficience physique, déficience auditive, déficience visuelle, mais il y a toute la déficience cognitive, la déficience intellectuelle qui peut permettre de faciliter et de mieux comprendre ce que la personne vit, même si elle a des difficultés de communication. Puis le but ultime, c'est toujours l'intégration sociale, c'est de leur permettre d'aller à l'épicerie de façon un petit peu plus autonome, de parler avec la caissière, de faire des activités de loisirs dans sa communauté. Puis je pense qu'avec la technologie qui devient de plus en plus accessible, c'est vraiment mon rêve qu'on utilise pour ça. C'est qu'on ne l'utilise pas uniquement, j'ai mis une note ici, j'ai l'impression souvent qu'on utilise les algorithmes d'intelligence artificielle, ou particulièrement ceux d'apprentissage automatique pour faire du profit. Là. On pense à Netflix qui essaie d'optimiser le temps que je passe dessus, Amazon qui veut que j'achète des nouveaux produits, Facebook qui veut que je passe le plus de temps possible. Mais il y a d'autres usages à ces algorithmes-là. Moi, je pense que le rêve ultime, c'est qu'on utilise la technologie et l'intelligence artificielle pour optimiser le bien-être des personnes, mais aussi la santé des gens. Donc, pour moi, à la fin de la journée, si tu me dis, Marc, je veux que tu évalues, est-ce que ta technologie, est-ce que l'intelligence artificielle est efficace? La question que je me pose, c'est, est-ce que ça améliore le bien-être, l'intégration sociale ou la santé des gens? Si ça améliore une de ces trois choses-là, je me dis, j'ai bien fait mon travail. Donc, mon rêve, c'est qu'on utilise la technologie avec les gens en situation de handicap, peu importe le handicap, pour viser ces trois objectifs-là. Si je fais un lien avec ce que Marc Lanova puis Marc Tremblay dit, ça me fait penser à un projet actuel de la Fédération québécoise de l'autisme et son observatoire qui essaie de
collecter de l'information pour pouvoir éventuellement faire des offres de services qui sont très ciblées ou des offres d'informations spécifiques qui sont très ciblées à la situation de la personne puis à son âge de vie aussi. Donc, si on parle d'un adolescent autiste ou quelqu'un qui atteindrait à l'âge adulte, on pourrait lui envoyer de l'information spécifique ou lui proposer des choses spécifiques en fonction de son profil particulier. On va passer à notre deuxième question qui est plutôt, c'est quoi les lacunes actuelles de l'intelligence artificielle puis de la science des données quant à l'inclusion des personnes en situation de handicap? Notamment, est-ce qu'il y a des exemples de biais capacitistes? Puis je vais faire une petite définition du capacitisme. En fait, c'est un peu l'équivalent du mot racisme ou sexisme. C'est une forme de discrimination qui peut être faite soit par un individu ou par un système de façon générale, puis qui est fondée sur l'idée qu'une personne ayant un handicap est intrinsèquement inférieure à une personne qui n'est pas en situation de handicap. Donc, Alexandre, est-ce que tu pourrais nous parler de certaines lacunes? Oui, d'ailleurs, ça a été évoqué même par Fanny à un moment, donc sur le fait qu'il y avait par exemple des assistants vocaux comme Alexa, Google, qui avaient du mal parfois à comprendre. Et une des raisons pour lesquelles ils ont du mal à comprendre, c'est parce qu'il y a sans doute un manque de données, disons, de personnes dans cette situation avec ce type d'expression. Et donc, en fait, ça bloque au niveau de la compréhension et de la retranscription. Donc, il y a des efforts qui sont faits par rapport à ça, mais bon, tant que ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Donc, ça veut dire que là-dessus, il y a des lacunes, il y a des problèmes en fait, qui doivent être résolus. Et on peut en fait mettre ça, on va dire, sur toute technique, assistant qui utilise l'IA, mais dans lequel il n'y aurait pas assez de données de personnes en situation de handicap pour en fait combler les défaillances. De manière générale, là, de manière un peu plus, on va dire, audacieuse, j'ai envie de dire, il y a peut-être des lacunes, on va dire, qui sont bénéfiques au sens où intrinsèquement, il y a des choses du point de vue de la relation, du point de vue du soin, qui n'ont peut-être pas vocation à être réalisées par des intelligences artificielles ou des robots. Donc là-dessus, il faudrait faire attention, on va dire, au solutionnisme technologique qui consiste à penser que la technologie est la seule solution à apporter pour résoudre un problème particulier. Donc, il y a un problème d'inclusion dans sa globalité, donc il faut prendre à la fois la dimension technologique, mais également politique, sociale, relationnelle. Donc, par exemple, dans le cas de la France où je me trouve, il y a des progrès à réaliser en termes de violences faites aux femmes en situation de handicap, de même pour l'accès à la justice, au marché du travail, aux soins médicaux en général. Donc là-dessus, c'est des questions qui dépassent la technologie, donc il faut la recontextualiser et voir ce qu'elle peut vraiment apporter pour aider au quotidien, dans son travail, etc. En sachant qu'il y a des questions beaucoup plus larges, donc il convient toujours de voir les limites de ce que peut vraiment apporter la technologie. En fait, est-ce que cette technologie-là, elle remplace complètement le jugement humain, puis ça devient une boîte noire où on ne sait pas un peu comment les décisions sont faites? Fanny, est-ce que tu voudrais compléter sur les lacunes ou les biais que tu vois? Tu en as déjà énoncé quelques-uns. Mais j'ai un peu misère à répondre à cette question-là parce que on dirait que je ne connais pas toutes les possibilités. Donc, effectivement, c'est sûr qu'il y a des lacunes, mais je ne pourrais pas mettre le doigt dessus parce que je suis sûre qu'il y en a plein, mais je ne suis pas au courant de tout ce qui existe assez pour répondre. Et souvent, on ne sait pas nécessairement qu'il y a de l'intelligence artificielle derrière certains procédés ou certaines décisions. Alors, c'est difficile, tu as raison, de pointer le doigt puis dire là, il y a un biais ou là, il y a une problématique. C'est ça. Marc Lanova, est-ce que tu veux compléter? Oui, absolument. Mais écoute, je pense qu'il y a des biais, puis c'est Alexandre qui l'a déjà mentionné, il y a des enjeux au niveau du manque de données. Donc, tu sais, quand on entraîne ces algorithmes-là, on utilise des séries de données, puis il y a définitivement un manque de données auprès des personnes en situation de handicap qui fait que ça peut produire des biais dans le type de décision que l'algorithme prend. Là. Puis je vais parler
des biais pour la prochaine question, mais c'est un enjeu qui est quand même assez important là, parce que tu vas avoir une bonne variété à ce niveau-là. Certains biais qu'on a capacitistes, définitivement, on assume que tout le monde a un fonctionnement cognitif équivalent. Donc, quand on développe des applications, quand on développe des outils, on assume que la personne a une intelligence dans la moyenne, puis qu'elle est capable d'utiliser l'application telle qu'elle. On assume aussi que, pour faire du pouce sur les autres types d'handicap, on assume aussi que la personne a des perceptions, donc avec les 5 sens, ou avec les sens standards, ou qu'on pourrait dire, j'aime pas le mot normal, mais les normatives, si je pourrais dire ainsi. Donc, on assume que tu entends de façon dans la moyenne, puis que ton visuel dans la moyenne, puis que ton contrôle moteur est dans la moyenne, ce qui est un enjeu. Donc, c'est beaucoup fait pour la moyenne des gens, ou ceux qui ont des habiletés par-dessus la moyenne, mais souvent, l'enjeu, c'est que c'est pas fait pour les gens qui éprouvent plus de difficultés dans un domaine ou dans l'autre. Comme je dis, puis je vois souvent des efforts, on fait souvent des efforts, on essaie de penser aux différents types de déficits ou de difficultés, je n'aime pas le mot déficit, plus des difficultés que les gens pourraient avoir, mais il faut penser que ce n'est pas tout le monde qui perçoit le monde de la même manière, puis on n'utilise pas toute l'information de la même manière non plus. On assume aussi que tout le monde a un niveau de communication similaire. Donc, on est tous bons pour lire. Je veux dire, beaucoup des technologies qu'on utilise, ça implique qu'on lit. Je dois lire des boutons, je dois lire des textes, je dois lire les conditions d'utilisation. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé ça. Là. Moi, j'ai dû en faire écrire. Là. Je peux vous dire, c'est ennuyant. Fait que si vous avez de la difficulté à dormir le soir, vous savez quoi faire. Mais honnêtement, l'enjeu, c'est que si tu as de la difficulté à lire, que ce soit à cause d'un problème sensoriel, que ce soit à cause d'une déficience intellectuelle, je veux dire, ça te limite dans ton utilisation de la technologie énorme. Puis au niveau de l'intelligence artificielle, mais si tu n'utilises pas la technologie, l'intelligence artificielle n'utilise pas tes données pour pouvoir entraîner les modèles. Donc, ça fait un peu un cercle vicieux. Donc, il y a définitivement des biais vers la personne que je pourrais dire normative. C'est donc la personne qui n'a pas de déficit cognitif, qui a des sens qui réagissent au stimuli dans l'environnement de façon typique ou dans la moyenne. Mais je pense qu'il faut faire attention, puis considérer l'ensemble de la diversité des gens qui peuvent venir utiliser nos technologies. Intéressant, Marc, parce que ce que tu parles sur l'acquisition des données, ça fait un peu référence à ce que Fanny a dit tout à l'heure sur qui peut utiliser le monde numérique. Hein, ça coûte cher, les équipements sont coûteux. Alors, si d'emblée, il y a beaucoup de personnes en situation de handicap qui sont exclues du monde numérique, ça veut dire que les bases de données, parfois, auxquelles on peut avoir accès, excluent d'emblée une bonne partie de ces personnes-là. Alors, ça renforce le biais sur qui sont les personnes normales avec lesquelles on peut éduquer, par exemple, nos algorithmes. Je passe la parole à Marc Tremblay pour me parler des biais capacitistes puis des lacunes actuelles. C'est difficile de passer en dernier, qu'il y a des belles réponses comme ça, mais moi, je vais amener un autre angle. Je pense que dans les lacunes, puis c'est pas juste dans l'intelligence artificielle, mais dans le monde du numérique, sur l'aspect du design. Le design inclusif, c'est d'impliquer la diversité et malheureusement encore dans toutes les équipes de développement, que ce soit en jeux vidéo, en sciences des données. On parle beaucoup de la place de la femme dans le milieu numérique. Je n'entends parler tous les jours dans mon LinkedIn, mais aussi la place des personnes en situation de handicap. Et des fois, une femme qui a une situation de handicap, on peut parler d'intersectionnalité, c'est-à-dire qu'on peut vivre plusieurs situations à même... Puis je pense qu'une des lacunes importantes au niveau même des créateurs, même de l'algorithme, souvent, justement, si c'est pas créé, c'est pas développé par des équipes diversifiées. Aujourd'hui, on est un panéliste, on est des panels très diversifiés, mais c'est pas vraiment le cas dans toutes les organisations qui développent ces technologies-là. Et malheureusement, pour moi, c'est le principal biais.
Parce que le design inclusif, c'est pas de faire pour les gens, c'est de faire avec les gens. Donc, il faut qu'il y ait plus de gens. L'inclusion commence même avant même un projet, donc commence dès, je dirais, l'embauche des gens. C'est ça une organisation qui crée de la technologie, doit être capable d'inclure. Puis c'est comme ça que les données vont être représentatives, que l'algorithme va pouvoir aller chercher. Parce que c'est clair que quand tu veux créer un site web accessible, par exemple, mais si tu as quelqu'un d'aveugle dans ton équipe, tu n'auras pas le choix de rendre ça accessible. Donc, pour moi, c'est là que ça commence. Le premier biais principal, c'est qu'il n'y a pas assez. Puis pourtant, j'en connais, là, j'en côtoie des gens hyper compétents qui ont une situation de handicap dans le domaine numérique, mais partout, et qui n'ont pas d'emploi, qui ne trouvent pas d'emploi, malheureusement, pour plusieurs raisons. Et pour moi, ça, c'est la chose la plus horrible, le biais capacitiste le plus important, je pense, plus qu'on va inclure. Et heureusement, je dirais, certains diraient malheureusement, mais heureusement, la pénurie de main-d'œuvre amène à transformer nos pratiques d'embauche. Et ça, j'espère que ça va donner, dans le monde du numérique, une façon de voir différemment, puis de voir qu'on peut avoir des équipes diversifiées. On pourra en parler longuement, là, mais il y a des valeurs ajoutées incroyables d'inclure le plus. Et justement, ça peut éviter plein de biais si tout le monde à la tour de la table ont un vécu diversifié. Donc, pour moi, c'est mon combat de tous les jours d'essayer de rendre plus tous les processus de travail et de développement plus inclusifs, de l'étape 0 jusqu'à la dernière étape. Merci, Marc. Tu as parlé d'emploi, je me permets d'ajouter aussi, de plus en plus, on peut utiliser l'intelligence artificielle dans le tri des CV qu'on peut recevoir, donc pour faire des décisions d'embauche qui font en sorte que des personnes qui ont des profils aberrants, là, parce qu'ils sont des outliers sur le plan des données, vont se retrouver à être rejetées, ou des personnes qui vont répondre de façon différente aux tests normalisés aussi vont se retrouver rejetées parce que dans le fond, l'algorithme tente de faire des prédictions à partir des décisions passées qui elles-mêmes étaient basées sur des préjugés. Mais ça peut être la même chose aussi dans une banque, un outil d'intelligence artificielle qui permet de prédire à qui on va accorder un prêt. Si elle utilise des données qui disent cette personne-là a un handicap, elle est plus susceptible de se retrouver sans emploi parce qu'elle a un handicap, donc on ne lui accorde pas un prêt. Donc, c'est là où les outils numériques ont des influences importantes sur la vie réelle des gens, puis peuvent empêcher, par exemple, à l'accession à la propriété ou à une différente autonomie financière. Marc Tremblay, tu as mis la table déjà un peu sur l'importance de l'inclusion, de la perspective puis des voix des personnes en situation de handicap pour la science des données puis de l'intelligence artificielle. Donc, je vais peut-être passer la parole à Alexandre un peu pour voir c'est quoi pour toi là, ce qui serait important là, pour ajouter l'inclusion puis la perspective des voix de ces personnes-là. Donc, typiquement, j'avais travaillé toujours sur le même projet sur cette question-là, et il était demandé en fait de voir quelles étaient les recommandations éthiques. Donc, dans les questions éthiques qui sont récurrentes, donc il y a des questions de transparence, d'explicabilité, de responsabilité, et la question de l'inclusion est une question vraiment, enfin, c'était un thème fondamental qui revient régulièrement donc en éthique de l'IA, et pas seulement d'ailleurs sur les questions de handicap, sur toutes les questions de minorités en général. Et donc, en l'occurrence, c'est du point de vue du design pour utilisateur, de voir en fait quels sont les services et les contraintes spécifiques quand on développe un produit ou un service numérique, et de voir quelles sont en fait les spécificités auxquelles il faut répondre pour pouvoir l'adapter. Donc là-dessus, c'est assez indispensable. Et comme ça a été, comme ça va sans doute être évoqué, ça permet aussi de bénéficier pour les autres utilisateurs en général. Donc, le fait d'avoir en fait des claviers plus grands pour pouvoir, par exemple, taper sur les touches pour les personnes qui sont avec des difficultés visuelles, ça peut aussi bénéficier à des personnes qui sont âgées, qui ont peut-être des problèmes de compréhension. Donc, en fait, ça peut aussi avoir des répercussions inattendues et des avantages qui n'avaient pas été anticipés de ce point de vue-là. Donc, non seulement le principe en lui-même d'inclure des personnes qui auraient des choses à dire sur la manière d'améliorer un service,
mais également le fait que pour tout le monde, il y a des bénéfices et des retombées qui peuvent être réalisées. Donc là-dessus, c'est d'autant plus important. Je ne pense pas que ce soit pour l'instant obligatoire, mais en tout cas, c'est très recommandé d'avoir le maximum d'inclusion lorsqu'on développe ce type de service qui est fondé sur les données et, disons, le big data et l'IA en général. Est-ce que tu penses que l'inclusion de la perspective puis des voix des personnes, ça pourrait aussi à régler peut-être les enjeux éthiques? Tout à l'heure, tu parlais là, de faire l'arbitrage entre vie privée puis besoin des personnes. Alors, ça peut aider, effectivement. C'est-à-dire que ça peut aider, disons, à voir sous un angle différent et à complexifier, enfin, à mieux prendre en compte des questions particulières, donc lequel j'avais évoqué juste avant, avec les personnes qui étaient en état de surveillance chez elles, donc qui étaient donc dans une situation qui était qui peut être vue comme inconfortable, même si ça améliore quand même le bien-être. Et en tout cas, sur des questions de sécurité, c'est absolument essentiel. Donc là-dessus, ça peut aussi présenter des situations de manière paroxystique, au sens où ça montre vraiment les dilemmes éthiques, tout ce qu'ils ont de plus tangible concrètement, c'est-à-dire que la surveillance doit être vraiment nécessaire dans certains cas, mais pour autant, là-dessus, on s'interroge d'autant plus sur ce qu'on va faire de ces données-là, d'où l'importance d'inclure les personnes dans l'élaboration, dans la discussion, pour pouvoir vraiment avoir une vue d'ensemble, donc que ce soit du côté des développeurs, mais aussi des utilisateurs finaux, notamment s'ils sont en situation de handicap. Merci. Disons, Marc Lanova, de ton côté, qu'est-ce que tu penses que la perspective puis la voix des personnes en situation de handicap pourrait avoir comme bénéfice pour la science des données puis l'intelligence artificielle? Je pense que tu ne seras pas surpris d'apprendre qu'il y en a plein. J'en vois vraiment beaucoup, évidemment. Je veux dire, comme chercheur qui fait de l'intelligence artificielle qui développe des modèles avec l'apprentissage automatique, pour ceux qui en font, ils vont me comprendre. Pour les autres, soyez patients. J'ai une obsession et une préoccupation majeure à l'équilibre entre le biais et la variance de mes modèles. Okay? Donc, en termes simples, pour ceux qui connaissent moins bien ça, ça veut dire, c'est est-ce que mon modèle est capable de bien se généraliser à des nouvelles séries de données? Donc, il n'est pas juste bon pour la série sur laquelle je l'ai entraîné, mais aussi quand quelqu'un de nouveau va prendre mon logiciel, mon algorithme, mon modèle, est-ce que ça va fonctionner aussi bien? Puis, pour une raison purement pratique, avoir des personnes en situation de handicap, les intégrer, ça augmente la variabilité dans ma base de données. Je veux dire, moi, ça l'augmente toujours parce que j'utilise seulement ces populations. Mais je veux dire, pour quelqu'un qui a des populations plus générales, ça augmente la variabilité. Fait que ça devrait faciliter puis améliorer la généralisabilité des modèles. Donc, ce qu'on veut faire, c'est éviter que des gens comme Fanny, qui donnait tantôt, qui utilisent Siri puis qui ne la comprennent pas. C'est en variant puis en ayant une plus grande variabilité dans les données, puis j'ai plus de variabilité quand j'intègre des gens en situation de handicap, ça ne fait qu'améliorer mes modèles à mon avis. Ils vont peut-être être un petit peu moins précis pour la population en général, mais j'étends à une population plus large. Puis je pense que moi, c'est ce que j'essaie de faire quand je fais du développement ou de la recherche. Je veux toujours que ça s'applique à des nouvelles situations, puis quand ça s'applique à des nouvelles situations, je vais avoir une grande variété dans les données que j'obtiens, puis c'est une bonne façon d'obtenir de la variabilité. Fait que pour des raisons purement égoïstes, c'est une bonne raison d'impliquer des personnes en situation de handicap, là, parce que ça me permet d'avoir des meilleurs modèles, mais ce n'est pas c'est pas la seule raison, évidemment. Je veux dire, les personnes en situation de handicap peuvent penser différemment. Ils peuvent me donner des nouveaux exemples. Ces richesses, c'est un peu, puis Valérie va s'identifier là-dedans, c'est un peu comme un bénéfice intangible d'intégrer quelqu'un en milieu de travail qui a une situation de handicap. Il y a le fait qu'elle fait un travail, mais il y a le fait qu'elle est intégrée dans le milieu, elle côtoie les autres employés, puis il y a un bénéfice intangible que je ne peux pas nécessairement mesurer, mais à mon esprit d'équipe. C'est un peu la même chose. Ils peuvent amener quelque chose de différent en pensant différemment, en ayant des expériences différentes. Ils peuvent m'amener des nouveaux exemples, puis à mon avis, la richesse est énorme. Moi, je pense beaucoup que la science devrait être inclusive, surtout la science sur les comportements humains, dans le sens où ça ne devrait pas simplement s'appliquer à une sous-population, mais que ça devrait s'appliquer à l'ensemble. Je pense juste qu'il y a des bénéfices. Moi, je peux comprendre que des gens n'intègrent pas des personnes en situation de handicap pour des raisons, je peux comprendre.
moi, je ne ferais pas ça, mais je peux concevoir que ça ne serait pas intégré pour des raisons financières ou parce que c'est compliqué. Mais honnêtement, je pense qu'au bout de la ligne, c'est plus bénéfique de les intégrer, malgré, même s'il y aurait des coûts supplémentaires, parce que juste la richesse de ce qu'ils peuvent apporter peut être, à mon avis, absolument incroyable, parce que, comme vous dites, quand on construit, ils peuvent penser différemment, ils peuvent nous amener des nouvelles choses. Puis, juste si c'est simplement utiliser leurs données, mais ça augmente la complexité, puis la généralité potentielle des outils ou des modèles que je développe. Penny, de ton côté, est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus? En fait, est-ce que toi, par exemple, ça pourrait t'intéresser de participer puis d'enrichir des contributions sur le plan de la science des données ou de l'intelligence artificielle? Oui, Moi, Fanny. Excuse-moi. bien sûr, moi, je suis toujours prête à participer, à donner mon avis, mon opinion. Comme tout le monde le dit, l'inclusion, c'est la solution, je pense, pour réussir à ce que les algorithmes fonctionnent pour le plus de personnes possible. Fait que si on me sollicite, je suis toujours willing, moi, à participer à n'importe quoi. Merci beaucoup. Marc Tremblay, je sais que tu avais déjà ouvert un peu sur le sujet, mais est-ce que tu as quelque chose à rajouter aussi sur la perspective puis la voix des personnes en situation de handicap? Oui, c'est vrai que j'avais un peu ouvert, j'avais déjà un peu pré-répondu. Mais, c'est certain que moi, en tout cas, je ne vois même pas autrement. Notre société doit aller vers ça, tu sais, l'inclusion, la. Il y a tellement de bénéfices, puis là, je veux pas sauter à la question 4 tout de suite, mais Pas grave, tu peux ouvrir la porte, puis aussi, il n'y a pas de problème. On n'est pas rigide. mais c'est certain que après 20 ans dans ce domaine-là, j'ai de la difficulté à voir comment on peut pas le voir de cette façon-là, parce qu'il y a tellement de bénéfices d'avoir un point de vue un vécu différent. Euh, et ce vécu-là, et on voit dans les exemples, dans les entreprises où ils favorisent les diversités, c'est souvent, il y a une organisation en Angleterre, comment ça s'appelle? 500, je me souviens plus, 500 Valuable. C'est une personne qui est allée chercher 500 entreprises dans le monde qui veulent s'engager dans l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et dans les 500, on voit que c'est des entreprises innovantes. Donc, il y a comme un lien très direct entre l'innovation et l'inclusion des diversités. Je ne veux pas nommer d'entreprise en tant que telle, mais vous allez chercher, je pense que c'est 500 Valuable. En tout cas, je chercherai tantôt, je le mettrai dans le chat, là. Et quand on voit les 500 entreprises dans le monde qui s'engagent dans cette inclusion-là, ben oui, c'est ça. Il y a une association aussi dans leur revenus, dans leur façon d'innover. Fait que pour moi, c'est comme tu es une organisation, tu veux innover, tu veux améliorer les choses, ben, d'avoir des points de vue diversifiés, je vois pas comment tu peux pas faire autrement, en fait. Et je comprends que le chemin pour se rendre jusque-là, c'est un chemin, mais une fois que le chemin est rendu, qu'on est dans ce processus-là, j'ai des exemples de clients que j'accompagne, on voit la différence dans leur façon de travailler, dans le niveau de satisfaction aussi, dans l'efficacité, l'efficience je dirais, de production puis de développement. Donc, moi, ce sont de mon œil à moi, je vois pas
comment on peut revenir en arrière puis exclure autant de gens, ça serait de reculer historiquement, là, ça n'aurait pas de sens. Surtout que si on regarde les statistiques canadiennes, on dit qu'une personne sur 5 est en situation de handicap. Donc, quand on regarde tous les types de handicap confondus, peu importe le type ou le degré de difficulté, donc ça commence à faire beaucoup de gens à exclure Et puis si on en ça, prend en compte. et puis ça c'est 20%, mais on compte pas les personnes le vieillissement de la population. C'est ça. Exactement. Parce que Donc, plus une les personne personnes, vieillit, plus elle est susceptible d'avoir 1, 2, 3 types d'incapacité aussi. oui. Effectivement. Fait qu'on va passer à notre dernière question. En fait, qu'est-ce que le milieu professionnel puis académique de la science des données pourrait adopter pour favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les nouvelles technologies? Donc, Alexandre, est-ce que tu aurais des recommandations au milieu professionnel puis académique? Oui, absolument. Donc, même dans ma profession, c'est-à-dire que dans celui, on va dire, profession, je suis toujours doctorant, mais dans le domaine, on va dire, des personnes qui travaillent dans l'éthique, c'est-à-dire inclure des personnes en situation de handicap, ne serait-ce que pour avoir un point de vue différent, qui est conforme aux personnes dans ce type de situation, ça peut vraiment être intéressant. Donc là-dessus, il y aurait des choses à faire, et même de manière plus générale, même du point de vue du développement, il y a une demande qui est relativement importante. Beaucoup de demandes en informatique, beaucoup de demandes de ce point de vue-là. Donc là-dessus, il y aurait nécessairement des adaptations réalisées pour inclure ce type de personnes qui sont dans cette situation-là. Donc il y aurait des efforts de ce point de vue-là. En sachant quand même que tout n'est pas tout rose, puisque là, pour le cas de la France, il y a seulement 36% des personnes en situation de handicap qui ont le niveau du baccalauréat ou équivalent. Donc là-dessus, il y a des difficultés même d'accession qui sont assez importantes. Après, pour autant, il y a quand même beaucoup de métiers qui peuvent être accessibles à des personnes qui n'ont pas ce type de diplôme, mais il faut quand même les penser. Là-dessus, il y a quand même un travail important à faire, en sachant qu'il y a également beaucoup de métiers qui demandent des qualifications relativement importantes. Donc là-dessus, il y a un travail d'adaptation qui est conséquent à réaliser, donc il faut rester particulièrement vigilant sur cette problématique. Peut-être que du point de vue des changements dans les manières dont on travaille, donc du point de vue du télétravail, il y aurait des choses intéressantes à faire, dans la mesure où on peut faire beaucoup de choses à distance. Et là-dessus, en adaptant la manière dont on peut télétravailler, il y aurait, en termes d'inclusion, beaucoup de potentiel, je pense. Donc, ça peut vraiment être intéressant de ce point de vue-là, mais à voir dans le détail sur la manière dont ça pourrait être implémenté. Merci. De ton côté, Fanny, est-ce que tu as des idées ou des suggestions sur comment le milieu professionnel puis le milieu académique pourrait interpeller les personnes en situation de handicap pour travailler sur le développement de ces nouvelles technologies-là? Ben, c'est juste leur permettre d'avoir accès au, comme c'est Marc qui disait tantôt que d'intégrer une personne handicapée dans l'équipe, ça peut faire une différence. Moi, quand j'ai terminé mon doctorat, j'ai été engagée comme gestionnaire de projet. Et je pense sincèrement que mon patron à ce moment-là ne m'a pas engagée. C'est-à-dire qu'il ne m'a pas, dit en anglais, il ne m'a pas engagée despite the ataxia. Il m'a engagée because of the ataxia. Je pense qu'il m'a engagée pour montrer à l'équipe ce que je pouvais faire pour donner une leçon à son équipe qui était toute d'importance. Il n'y avait personne de malade. Et je pense que ça leur a donné une petite leçon de ce que je pouvais faire. Donc, d'intégrer le plus possible des personnes handicapées, que ce soit au travail ou à l'école aussi. Et
aide. C'est ça. Merci, Fanny. Marc Lanova? Écoute, je vais radoter un peu par rapport à ce qui a déjà été dit, parce que je pense que c'est vraiment les bonnes idées, là, mais on veut vraiment obtenir des échantillons plus représentatifs quand on fait l'entraînement de quoi que ce soit qui est technologique, là. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la controverse où la détection d'images était principalement faite avec des hommes à la peau pâle. Puis là, quand on leur donnait des images d'hommes à peau foncée, ils disaient singes, là, ce qui est absolument horrible. Mais je veux dire, en ce moment, il faut aussi intégrer des personnes, c'est peut-être pas toujours visible, la situation de handicap, mais on ne veut pas que la même chose se produise. Comment qu'on règle ce problème-là? On essaie d'avoir des échantillons, de faire participer les personnes de façon de plus en plus dans nos projets, donc les intégrer. Ou pas juste les projets de recherche aussi, juste parce que moi, je parle beaucoup pour la recherche, on a des préoccupations à ce niveau-là, mais les grosses entreprises qui font ça, je pense à Google, Facebook, Amazon, Netflix, ils devaient aussi prendre ça en considération. Moi, je suggère aussi d'intégrer les personnes avec des limitations dès le début du développement et d'évaluation, pas seulement pour prendre leurs données. On parle beaucoup de données, mais c'est aussi d'avoir leur opinion sur comment l'application, l'outil technologique que je veux développer va fonctionner. Est-ce que c'est adéquat? Est-ce qu'il y a des problèmes? Donc, obtenir leur feedback sur ce qu'on développe, surtout quand c'est conçu pour eux. Dès qu'on développe des nouvelles technologies, pensez accessibilité. Est-ce que ma nouvelle technologie va seulement bénéficier d'une sous-population? Est-ce qu'elle va bénéficier, elle va bénéficier qui? Se regarder, puis c'est vraiment, mais est-ce que ça répond vraiment aux besoins de l'ensemble de la population? Puis sinon, ben, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Pour améliorer mon produit, pour améliorer ma solution technologique, pour pouvoir répondre aux besoins d'un maximum de personnes. Malheureusement, ça ne vient pas au début, ça vient souvent à la fin, quand les gens rencontrent un problème. C'est un peu comme dans la situation que je vous ai dit, controversée, où est-ce qu'il y a des hommes noirs qui sont fait reconnaître comme singes, puis ils ont dit on a un problème. Mais il est déjà rendu trop tard à ce niveau-là. Il faut intégrer les gens dès le début. Une chose qu'on n'a pas parlé beaucoup aujourd'hui, mais que je pense qui est vraiment importante, c'est intégrer la formation technologique, puis intégrer la technologie aussi pour les personnes en situation de handicap. Moi, je pense à ma population, les personnes, par exemple, qui ont des sciences intellectuelles, on va beaucoup axer sur l'autonomie, mais souvent, on ne leur enseigne pas à se servir d'un téléphone. D'un téléphone intelligent pour aller chercher de l'information. On va se dire, oh non, mais ils ont toujours quelqu'un pour les aider dans leurs ressources, ou ils sont toujours avec leurs parents, ils n'ont pas besoin de savoir se servir d'un téléphone. Ce n'est pas vrai. Fait qu'il ne faut pas penser que les gens en situation de handicap vont apprendre à se servir spontanément d'une nouvelle technologie. Il faut aussi leur enseigner et penser comment on peut mettre en place des soutiens pour qu'eux puissent se servir eux-mêmes de la technologie. Puis aussi, je suis content que Fanny l'ait déjà mentionné, mais je vais le redire aussi qu'il y ait accès à la technologie. Il y a moi, la population avec laquelle je travaille, en situation de handicap particulièrement intellectuel, mais aussi des problèmes adaptatifs en autisme, des défis adaptatifs, le taux d'inoccupation d'emploi est énorme. Malgré leur capacité à travailler, c'est énorme, là. Mais ces gens-là n'ont peut-être pas les moyens pour s'acheter un téléphone ou un appareil qui pourrait les soutenir dans leur intégration sociale. Donc, quand on développe les programmes, il ne faut pas juste penser que le CIUS va offrir un service à la personne, mais il faudrait qu'elle y offre un téléphone, puis la technologie devient désuète avec les années. Il ne faut pas juste penser, je vais donner un téléphone une fois, je vais acheter une série de tablettes, c'est d'intégrer ça directement dans nos processus de gestion. C'est-à-dire, dans mes processus de gestion, je dois offrir de la technologie à ma clientèle parce que ça leur facilite leur intégration, ça améliore leur bien-être, ça améliore leur santé, comme je vous disais tantôt. Mais en ce moment, c'est ce que je vois beaucoup dans les centres qui interviennent auprès de cette population-là, c'est on va leur prêter une application pendant quelques mois, puis après ça, on la reprend, ou on va leur prêter, mais après 3 ans, c'est désuet, mais il n'y a comme pas de plan à long terme. Donc, je pense que si on veut vraiment faire un réel changement, une des mesures qu'il faut adapter, c'est non seulement les intégrer dans le développement de la technologie, mais leur donner accès puis leur enseigner comment s'en servir. Là. Parce que sinon, je veux dire, on peut avoir la meilleure technologie au monde. S'ils ne savent pas s'en servir ou s'ils n'ont pas les outils pour s'en servir, ça sert un peu
ça sert un peu à rien. Merci, je suis tout à fait d'accord. Marc Tremblay, est-ce que tu voudrais compléter là-dessus? Oui, avec plaisir. Moi, je dirais la principale mesure, je dirais une mesure humaine, c'est d'avoir les réflexes humains, d'être le plus accessible possible, d'être le plus empathique possible. J'ai une petite anecdote par rapport à ça qui n'est pas nécessairement liée aux technologies, mais vous allez voir pourquoi. Je pense qu'il y a quelques semaines, je vais au magasin et il y a encore dans certains magasins des plexiglas. Donc, la caissière, elle me demande mon numéro de téléphone, elle me demande mon courriel, et je commence à lui dire, et là, je vois dans sa face qu'elle comprend pas trop, mais elle ose me dire quand même, désolé, je suis malentendante, j'ai un appareil, mais je vous entends pas, est-ce que vous pouvez juste parler à côté du plexiglas? Et tout de suite, le réflexe, je l'ai fait, quand j'ai senti, je me suis tassé, et elle m'a tellement remercié comme si c'était un geste très, très important pour elle. Mais quand je suis parti du magasin, j'ai imaginé toute la journée combien de fois elle a dû le dire au client dans son chiffre de travail et que certainement certains ont peut-être pas eu le même réflexe que moi rapidement de le faire. Euh, et j'ai trouvé ça beau à la fois de voir une personne, de pouvoir le nommer son besoin. Et ça, pour moi, c'est ça avant tout quand je travaille avec les organisations, que tout le monde peut avoir ce genre de réflexe empathique-là, qui est quand même à la base assez simple, et que ça fait passer une journée, et c'est ça, OK, juste de toujours penser que c'est pas tout le monde qui entend de la même manière les choses, c'est pas tout le monde qui comprend les choses de la même manière, de juste prendre le temps puis euh, de pas juste statuer comme OK, la personne n'a rien compris, elle veut rien savoir de moi. Non, juste de prendre le temps d'avoir ces réflexes-là d'ouverture. Pour moi, ça, si je voyais plus ça je dirais, dans l'éducation, tu sais, on est beaucoup dans une société de performance. On veut, euh, on veut la réussite pour tous, mais on oublie juste de revenir à l'humain, que ce soit à l'université, que ce soit n'importe où, de se ramener avec ces réflexes-là du quotidien. On travaille ensemble, puis on est quand même, même si on fait des belles technologies, puis on travaille, on est en ligne, mais on est quand même des humains qui sont en train d'interagir. Puis même s'il y a un écran devant nous, il y a quand même plein d'humains ici aujourd'hui. Pour moi, c'est ça l'inclusion à la base. Puis la principale mesure, c'est juste ça, de développer nos réflexes, puis d'arrêter de juste focuser sur la performance, mais de revenir à... Et comme là, je racontais ma petite histoire, ça a fait la différence pour la jeune fille. Puis moi, j'étais content et voici, l'histoire est terminée. Ça n'a pas été plus compliqué que ça. Donc, c'est pour moi, c'est ça. C'est juste ça la principale mesure. Puis après ça, ben, les réflexes vont engendrer des mesures vraiment systémiques parce que c'est sûr que ça prend des changements systémiques dans une organisation. Mais les changements systémiques commencent par l'intérieur de soi, de chacun des membres de l'équipe. Une belle façon de conclure nos 4 questions. Merci beaucoup, Marc. Avant de passer aux questions du public, je voudrais juste m'assurer là, auprès de nos 4 panélistes, est-ce qu'il y a des éléments qu'on n'a pas couverts maintenant que tout le monde a parlé? Est-ce qu'il y a des questions? Ça serait important là, de le mentionner. Donc, Alexandre, Fanny, Marc. Non. Non? Super. Ben, écoutez, merci beaucoup. Je pense que c'est le temps d'ouvrir la discussion à l'ensemble des participants.